Bonjour à toutes et à tous, chères enseignantes, chers enseignants stagiaires. J'espère que vous vous portez bien et que les choses vont bien de votre côté. Dans cette session 6, qui s'inscrit dans le cadre de module de la didactique professionnelle des mathématiques, donc je vais vous proposer un autre type de situation, problème, à savoir la situation problème rationnelle. Alors, il s'agit bien d'un manuscrit soumis à l'association, au bulletin de l'Association mathématique du Québec, sous le titre « À la transition secondaire supérieure, une situation problème rationnel sur la convergence des suites ». Alors, une situation problème rationnel, donc cette fois-ci, il est clair que je vais cibler non pas l'apprenant ni l'élève secondaire, mais je vais pousser un petit peu pour parler de l'étudiant, c'est-à-dire l'élève de la première année université. Et le dispositif que j'ai nommé situation problème rationnel, et que je vais argumenter un peu plus tard dans cette session, est appelé situation problème rationnel, qui porte sur le thème de la convergence des suites, et j'ai laissé le mot suite comme ça pour faire penser à des suites numériques ou complexes. Alors voilà en gros le titre, et donc je vais commencer par une petite phrase d'un philosophe français de nom de Jean Toussaint de Saint-Exupéry. Je cite, c'est les mathématiques ni du ciel ni de la terre. Il importe de chercher le lieu où elles résident. Quel est donc ce lieu? S'inscrit le texte selon lequel naît la stricte parole mathématique. Et comme première réponse, j'estime donner à cette question, c'est les situations problèmes, parce que on a déjà parlé du fait que l'un des outils les plus pertinents pour répondre à la question d'apprentissage, c'est à la question aussi de la transposition didactique. Il s'agit des situations. Alors, pour les amateurs des résumés, donc, je vais vous lire le résumé de ce manuscrit. Alors, dans une optique de rechercher les ressources pour dépasser le mode d'acquisition des apprentissages mathématiques qualifiés d'automatiques ou secondaires. Alors ici, on parle de cycle secondaire, c'est-à-dire les 3 années du lycée. On peut remarquer le mode d'acquisition ou bien le mode de l'activité mathématique au secondaire. Et il s'agit en général des situations des automates. Par exemple, on demande souvent à un élève d'utiliser la méthode du discriminant une fois qu'il est face à un trinôme de second degré égal à 0. En une suite numérique, les questions sont classiques, il n'y a pas de surprise. Étude des fonctions aussi, le canevas, on peut parler même d'un canevas de questions, hein. Domaine des définitions, puis chercher les limites, puis les branches paraboliques et enfin tracer la courbe avec plus ou moins quelques questions de convexité. Et donc, ce mode d'acquisition qualifié d'automatique. Et on espère en venir à un mode rationnel. Et donc, je vais expliciter qu'est-ce que c'est que la rationalisation. Alors, la rationalisation, c'est l'action de rationaliser, c'est-à-dire de rendre plus rationnel, plus conforme à la raison. La rationalisation au sens large revient à chercher à organiser les choses d'une manière plus efficace en supprimant ce qui est inutile du point de vue logique. Et donc, je vais revenir sur le texte.
Et donc, pour en revenir, le but est de préparer l'étudiant au raisonnement dans un registre formel. Et je vais également adopter une définition de formalisme. Qu'est-ce qu'on entend par un registre formel? Ben, le formalisme, très très rapidement et très simplement, c'est en langage mathématique habituel, c'est quand est-ce c'est lorsque vous utilisez les écritures avec des epsilon, de la logique propositionnelle, avec de la symbolisation en. Alors, le but est de préparer l'étudiant au raisonnement dans un registre formel tout en discutant les choix didactiques de telles activités mathématiques. Voilà donc le résumé. Alors, pour l'introduction de cet exposé, on commence par mentionner qu'on est certainement nombreux à partager l'idée que toute forme de transition ne déroule pas sans problème. Des problèmes au niveau de l'apprentissage que dans l'enseignement, bien évidemment, et en particulier pour la transition lycée-université. Parce qu'on peut parler de la transition primaire-collège et également la transition collège-lycée. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la transition lycée-université. À ce sujet, de nombreux écrits ont signalé des difficultés qui trouvent les étudiants de la première année université. Donc, j'ai choisi d'utiliser le mot étudiant au lieu d'apprenant ou bien au lieu d'élève pour préciser là où je suis, le public ciblé, à savoir, je parle de l'élève après le baccalauréat et exactement au début de ses premières séances à l'université. Alors, c'est un problème, ce problème de transition, il est même connu dans la littérature sous le nom transition secondaire université, ou bien lycée université, ou bien lycée supérieur. Le problème, c'est que les étudiants de la première année d'université se trouvent devant un enseignement exigeant une nouvelle culture mathématique basée exclusivement sur le formalisme. Or, l'analyse des acquis de l'étudiant à l'issue de l'enseignement secondaire donne une idée sur une deuxième culture axée sur des automatismes scolaires favorisant le raisonnement concret. Alors, je voudrais dire par raisonnement concret, donc l'élève au secondaire a l'habitude, par exemple, de travailler avec une fonction concrète, c'est-à-dire soit f de x, la fonction, et puis voilà l'expression de la fonction donnée explicitement. Or, au niveau supérieur, en général, on propose soit f une fonction définie d'un intervalle à un autre, sans vraiment donner la forme explicite, mais étalée ou bien présenter au moins quelques-unes de ses propriétés, une fonction continue dérivable sur un intervalle, sans donner explicitement sa forme. Alors, ce mode, eh bien, cette culture axée sur les automatismes scolaires qui favorise le raisonnement concret, c'est normal, on comprend naturellement pourquoi l'étudiant ne peut pas accéder aux nouveaux instruments de résolution imposés par le raisonnement formel. Donc, en tant que didacticien, donc on va dépasser la polémique d'échange de responsabilités entre les deux institutions, c'est-à-dire entre le lycée et l'université, pour expliciter dans une première partie quelques émergences d'identification des prix acquis de l'élève, c'est-à-dire on va voir d'abord, avant de donner un jugement, on va voir qu'est-ce qui se passe chez l'élève au secondaire. Et c'est mon message pour les enseignants, disons, et les enseignants, c'est que notre but, c'est pas de critiquer, mais de pointer quelques points où l'enseignant devrait
faire attention, devrait être sensible pour une meilleure qualité d'apprentissage, parce que si on sait davantage qu'est-ce que notre élève va avoir ou bien va voir dans le prochain de son parcours scolaire, on pourrait bien travailler ceci, je ne dis pas d'un seul coup, mais peu à peu, diversifier, parler de la culture mathématique et anticiper quelques modes de raisonnement. C'est plus important, à mon sens, pour l'avenir d'un apprenant. Et donc, on va parler dans un premier moment évoquer quelques émergences d'identification des préacquis de l'élève aux deux niveaux macrodidactique et microdidactique, c'est-à-dire on va zoomer un petit peu sur le contenu mathématique et un peu plus gros sur l'aspect macrodidactique de ces acquis, de fait que l'analyse du curriculum des mathématiques au cycle qualifiant a pour but de chercher les capacités attendues des programmes, toute trace, on va chercher toute trace possible favorisant la formation des élèves à la pratique des raisonnements mathématiques. Donc, on pourrait dire que on va voir ce que se passe sur la partie qui concerne les raisonnements mathématiques. Alors, notre texte, ou bien notre dispositif, notre réflexion à une ambition didactique mesurée qui aboutit à un scénario d'apprentissage visant à aider la préparation à l'exigence de formalisation à l'université. Parce qu'on ne peut pas échapper à la formalisation au cours de l'université. Donc, en ce qui concerne le formalisme, bien la formalisation, je vais adopter la définition de H pour le mot formalisme. C'est une mise en forme codifiée permettant de décrire les objets mathématiques, leurs propriétés, les preuves de leurs propriétés, de contrôler la validité et de contrôler la validité de ce qui est exprimé. Alors écoutez bien, je vais reprendre cette définition du formalisme. Donc on a déjà donné une définition très élémentaire de mot formalisme, mais je vais adopter cette définition de H, à savoir le formalisme, c'est une mise en forme codifiée permettant de décrire les objets mathématiques, leurs propriétés et les preuves de leurs propriétés et de contrôler la validité de ce qui est exprimé. Voilà donc ce qui est définition de formalisme. Donc, quand on dit mise en forme codifiée, ça veut dire qu'il y a un code. Quand vous écrivez quel que soit un symbole, ça c'est un code. Ça veut dire que pour tout élément, les objets mathématiques, vous connaissez maintenant qu'est-ce que c'est qu'un objet mathématique. Quand vous donnez un nombre, ça c'est un objet, c'est pas un outil, du moment. Et les propriétés de ces objets et également les preuves de ces propriétés. Quand on passe aux preuves, alors on utilise cette symbolisation et ces codes. Et ces codes, on peut par exemple penser à la logique propositionnelle qui permet de contrôler la validité de ce qui est exprimé. Dans un deuxième moment, nous présentons un dispositif qui cible l'exercice de véritables démonstrations à caractère non habituel avant le lancement dans l'abstraction, parce que on va parler un petit peu abstraction de raisonnement mathématique. Vous pouvez imaginer par exemple la définition standard de la limite. Et nous voulons que les étudiants prennent confiance dans leur capacité de réinvestissement différents modèles de raisonnement supposés connus. Donc, on aimerait bien parler des raisonnements de l'activité mathématique, à savoir le raisonnement par l'absurde, le raisonnement par contraposé, le raisonnement par équivalence successive, le raisonnement par récurrence, le raisonnement par contre-exemple, ou bien encore le raisonnement par disjonction de cas, ou bien
étude de cas. Et parallèlement à cet aspect, nous visons à développer chez eux la prise d'initiative et la prise de synthèse. Alors, pour ces deux mots-clés, la prise d'initiative et l'esprit de la synthèse, on a déjà évoqué ce concept lorsqu'on a parlé dans le cadre de module de l'évaluation des apprentissages mathématiques, que les QCM, par exemple, les items proposés par les QCM ne permettent pas aux étudiants de favoriser la prise de l'initiative et l'esprit de la synthèse. Alors, on va appeler l'ensemble de ces tâches là, une situation problème rationnel noté par le sigle SPR. À cet effet, l'étude du chapitre 18 me semble convenir, car la majorité des élèves et d'étudiants, sinon la totalité, considèrent que ce thème facile à aborder les suites. Et puis, on va passer dans une troisième partie par une expérimentation didactique. On va essayer de la réaliser auprès d'un échantillon d'étudiants dans le but de les aider à entrer à l'université sous l'hypothèse que pour eux, la transition au formalisme mathématique se heurte à de sérieuses difficultés. Nous voulons donc installer une science d'enseignement où l'apprentissage du concept mathématique permet de réduire la distance entre les deux modes de raisonnement mathématique, à savoir le mode empirique et le mode abstrait. Et donc, je vais peut-être expliquer qu'est-ce que c'est qu'empirique. Alors, le mot empirique, il s'appuie que sur l'expérience qui repose sur l'expérience, qui se repose sur l'expérience commune. Par exemple, une connaissance empirique qui manque de rigueur, et le manque de rigueur scientifique, mais qui procède par un tâtonnement, donc un procédé qui est dit empirique. Donc, en quelque sorte, empirique, c'est quelque chose qui a une relation directe avec l'expérience. Bien, donc maintenant, je vais revenir pour aborder je vais partager avec vous l'écran pour pour répondre à une question, donc bien pour voir l'esquisse d'identification des difficultés de l'étudiant. Donc, comme j'ai déjà mentionné, mon objectif, c'est pas, en tant que didacticien, n'est pas de critiquer ce qui se passe ni au secondaire, mais j'estime que l'enseignant devrait être conscient de ce qui attend l'apprenant. Alors, on va voir ce qui se passe. En amont des études universitaires, montre que le nouvel étudiant éprouve de difficultés. En effet, on constate une carence remarquable de goût pour la résolution de problèmes mathématiques chez les étudiants, ce qui complique l'apprentissage. Nous abordons dans cette partie, la question « Que sait-on des préacquis mathématiques de l'étudiant ?» Alors, des discussions importantes et interrogations répétées au sein du département de mathématiques mettant en évidence la faiblesse de raisonnement formel observé chez les étudiants de la première année université. Dans cette partie, on va présenter des données pour faire le point sur cette question. De fait qu'effectivement, le lycée ne développe pas de mode de raisonnement diversifié, que ce soit sur le plan macrodidactique ou microdidactique, donc plus particulièrement dans le registre formel. Alors, voyons ce qui se passe sur le plan microdidactique. On peut lire sur le rapport de mathématiques coordonné par l'Inspection centrale des mathématiques, Direction générale des affaires pédagogiques, 2009 en vigueur, et aussi la version, en fait, d'après les textes officiels, en vigueur jusqu'aujourd'hui, que la nouvelle approche de l'enseignement de mathématiques au collège et au lycée
doit permettre de créer de plus grandes harmonisations de contenu des programmes entre le secondaire et le supérieur. En revenant à l'introduction du chapitre des structures algébriques. Alors, ce chapitre, elle est installé au programme de la deuxième année baccalauréat série sciences mathématiques et vous pouvez que c'est un chapitre très riche. C'est un champ d'exploitation également très riche. On peut voir beaucoup de choses qui concernent, par exemple, la logique propositionnelle ou bien on peut toucher en quelque sorte à une culture différente de ce que l'élève a l'habitude de travailler dans le chapitre des fonctions. Parce qu'il travaille avec des objets mathématiques qui sont liés par des, des, des propositions de logique et de la symbolisation de logique et aussi des types de raisonnement. Et puis, il y a un autre point, c'est faciliter l'orientation directe aux séries sciences mathématiques au secondaire tout en créant une année de tronc commun. Alors, l'année de tronc commun, c'est une année de passage, c'est-à-dire une année de réflexion. Donc, au lieu d'accéder directement à la série sciences mathématiques, il y a un moment de réflexion, de repos, de réorganiser ses idées, de se voir soi-même et donc de prendre une décision. Est-ce que je m'intéresse, je parle de l'élève, est-ce qu'il s'intéresse vraiment à faire de l'activité mathématique? Et donc, je pense que c'est un moment très important pour développer ses idées personnelles avant de se lancer dans une expérience d'activité mathématique. Passer à une mathématique qui développe chez l'élève la capacité de résolution de problèmes et la construction des propres savoirs à partir des activités bien choisies tout en évitant l'introduction des contenus abstraits et définitifs. Alors, oui, voilà donc ce qui touche aux situations de problème. Donc, il faut chercher des activités pertinentes. Et dire activité pertinente, à mon sens, c'est-à-dire il faut chercher parfois, il faut installer des dispositifs d'apprentissage qui permettent vraiment la construction de sens au lieu de donner des résultats axiomatiques prédéfinis ou bien abstraits ou bien définitifs. Réduire le volume hebdomadaire des mathématiques de plus de 7%, ça c'est bon, peut-être à discuter, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment de commenter cette recommandation. Et regardez, principalement pour la série sciences expérimentales, la mathématique est un outil opératoire et par conséquent et par suite, l'enseignement de la discipline doit se baser seulement sur le savoir et l'application. Donc voilà en tant que praticien de domaine, on a pu noter ceci parce que pour la série sciences expérimentales, par exemple, on ne s'intéresse pas vraiment à l'activité mathématique, mais on propose des outils qui permettent à l'élève de travailler l'activité mathématique sans trop foncer sur le formalisme, sur l'abstraction, sans, en quelque sorte, sans même compliquer l'activité mathématique. Et donc, il est clair que ces considérations d'ordre curriculaire ne préparent pas l'élève du secondaire aux études scientifiques à l'université. Par exemple, les activités portant sur les matrices carrées d'ordre 2 ou 3 secondaires ou encore les sous-espaces vectoriels typiques de l'ensemble des matrices carrées réelles ne contribuent pas suffisamment à aider les étudiants à appréhender les difficultés que pose le cours d'algèbre linéaire supérieure, par exemple. Nous faisons donc l'hypothèse de la nécessité d'une harmonisation des programmes mathématiques permettant de réussir la transition secondaire supérieure dans le cadre d'une vision globale du système éducatif. Particulièrement, nous pensons qu'il faut prévoir au secondaire des situations travaillant la rationalité mathématique qui puissent préparer les élèves à travailler sur le plan de la pensée formelle, car il s'avère qu'au début de l'apprentissage de l'étudiant à l'université, ce dernier ne s'adapte pas au modèle conceptuel.
De plus, il n'a pas même la capacité de construire ou de reproduire des épreuves mathématiques. Tout cela engendre des répercussions non seulement sur l'étudiant, mais aussi sur l'enseignant qui se trouve vraiment face à un public qui ne suit pas tout à fait ses messages. Donc, nous faisons alors cette hypothèse de la nécessité d'une harmonisation au travers de la construction de types de dispositifs qui vont inviter les élèves à travailler sur la rationalité et dans le registre formel. Donc voilà donc pour ce point d'ordre macrodidactique où on a fait une petite lecture d'ordre curriculaire et les intentions de notre système éducatif qui cherche à une harmonisation. Mais en réalité, il y a tout un travail à faire, toujours par l'enseignant, parce que s'il n'y a pas cette réflexion de l'enseignant, on ne pourrait pas vraiment remédier à de tels problèmes, même si on lui présente tout un dispositif de formation ou bien de ressources d'apprentissage. Donc, sur le plan microdidactique, et pour mieux comprendre les défis de l'harmonisation entre les deux niveaux d'enseignement, nous allons présenter des bilans qui pourraient aider à y voir un peu plus clair en se basant sur les écrits officiels. Donc, je vais voir qu'est-ce qui se passe pour les orientations pédagogiques et programmes relatifs à l'enseignement des mathématiques dans le lycée. Et ceci d'après le programme délivré, bien les écrits officiels depuis 2007 en vigueur. Ceci permet de mettre en évidence les restrictions qui nous intéressent. Alors, pour les séries scientifiques de lycée, alors j'ai cherché dans les rubriques en relation avec les deux notions suite et limite, parce que c'est ça la thématique que ma situation problème à dimension rationnelle va aborder, sont les suites et en fait c'est le chapitre de limite de suite numérique. Hein. Donc, connaissez la différence entre les deux chapitres. Au deuxième année du lycée, il y a le chapitre, figure le chapitre des suites numériques. Et à la deuxième année en fait, la troisième année de lycée, il y a un chapitre intitulé Limites d'une suite numérique. Mais pour moi, je vais aborder la thématique des suites numériques, que ce soit les suites ou bien les limites de suite. Alors, je vais chercher ces mots clés, à savoir, je vais pointer ces mots-clés qui figurent dans les écrits relatifs aux orientations pédagogiques. Il y a le mot-clé hors programme. On se limitera, on évitera, admis, théorique. Voilà donc un tableau donc pour la deuxième année scientifique de lycée. Pour le chapitre limite d'une fonction numérique, on peut lire comme recommandation pédagogique, toute représentation théorique de la limite est hors programme. Pour le chapitre de généralité sur les fonctions numériques, les composés d'une fonction et la partie entière sont hors programme. Pour les suites numériques, le chapitre des suites numériques, toute construction théorique de la notion de suite est hors programme. Pour les notions de logique, on évitera toute construction théorique et tout usage excessif des tableaux de vérité. Ça, c'est pour la deuxième année scientifique du lycée. Pour la troisième année scientifique du lycée, pour le chapitre suite numérique, je peux lire toute construction théorique de concept de suite est hors programme. Les résultats des opérations sur les limites finies en fini sont admis. Les théorèmes donnant des critères de convergence sont admis. Les théorèmes donnant la limite des suites récurrentes définies sur des fonctions continues sont admis. Et en ce qui concerne la continuité et dérivation, il y a de ces recommandations. Les résultats de continuité des fonctions polynomiales, rationnelles et circulaires sont admis. La continuité de la somme produit et composée de fonctions continues est admise. Les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques cos et sin sont hors programme.
Et enfin, la limite de la fonction logarithme, voisinage de plus l'infini, est admise. Donc, c'était un extrait des orientations pédagogiques relatives secondaires. Donc, d'après une première lecture du tableau ci-dessus, une première façon de donner quelques éléments de réponse à la question que nous avons proposée au début de ce paragraphe, et que sans doute, les étudiants dans leur parcours scolaire ont vu peu de véritables démonstrations, peu d'exemples abstraits, très peu de situations théoriques. Ils disposent seulement des premières bases élémentaires d'analyse mathématique, réelles, empiriques, sans suffisamment insister sur les habiletés intellectuelles de type pensée critique, ou bien analyse, ou bien synthèse, ou encore pensée complexe. On présente également dans ce chapitre une autre idée pour vous donner un exemple de problème de baccalauréat donné pour souligner le réductionnisme des tâches de secondaire relatives aux suites, pour mieux éclairer en quoi consiste l'écart entre les connaissances du secondaire et les connaissances universitaires en mathématiques. Il n'est pas difficile de trouver des exemples de situations d'évaluation certificative dans les sujets de baccalauréat comportant les implicites qu'on a évoqués. Les deux extraits, par exemple, que je vais vous montrer, illustrent bien le type de tâches que l'étudiant secondaire a censé de réaliser. On peut souligner a priori que la résolution de telles questions ne semble pas développer des capacités de compréhension des objets mathématiques mis en jeu, de fait que la tâche est réduite essentiellement à un calcul algébrique. De même, l'étudiant va profiter des propriétés des fonctions de contenu spécifiées pour trouver la limite d'une suite. Donc, dans ces routines, on note bien l'absence remarquable de tout indice de manipulation, de gestion de quantificateurs, par exemple. Donc, vous pouvez imaginer, voilà un texte, un sujet proposé au baccalauréat sur le thème des suites, et vous pouvez voir qu'il n'y a même pas de quantification. Regardez, montrer un tel résultat pour tout entier naturel, il est écrit même en lettres. Regardez, pour tout entier naturel, il n'y a même pas de quantificateur, hein, et même pas un signe d'appartenance N appartient à M. Donc voilà. En plus, c'est un modèle typique d'exercice. Donc, c'est la même situation qui se répète. Souvent, on commence par une définition de la suite numérique, et puis voilà, les questions sont vraiment très détaillées, et classiques. Pour le deuxième extrait, pour voir un peu ce que se passe pour les limites des suites, on peut voir dans ces énoncés de baccalauréat une partie de fonction, la dernière partie, qui parle d'une suite définie par une fonction, suite récurrente à partir d'une fonction, où vous voyez qu'il n'y a pas, entre parenthèses, grand-chose à faire, parce qu'on va profiter des propriétés de la fonction, de la continuité de la fonction, pour, par exemple, en déduire très facilement la limite d'une suite. Voilà donc pour cette première partie. C'est juste pour mettre à votre réflexion ce qui se passe, l'objet de ce manuscrit, cet article. Et puis la prochaine séance, on va parler de contradidactique et la convergence de suite. Bon, il y a toute une série de remarques aussi à partager avec vous. Donc, si je passe à la récapitulation de l'essentiel de ce qu'on a vu dans cette vidéo, on a proposé dans le cadre de typologie de situation problème une nouvelle situation appelée situation problème dimension rationnelle, nommée par le sigle SPR. Alors, cette fois-ci, le public ciblé, c'est l'étudiant de la première année université. Il y a même un phénomène de transition, c'est-à-dire
le passage du lycée à l'université. Et puis, on reproche à ce passage un problème d'ordre international, c'est que l'élève est mal préparé pour l'activité mathématique, aux exigences de formalisme imposées par l'université. Et donc, ce formalisme, elle est tout à fait naturel que l'apprenant ou bien l'élève du lycée éprouve de difficultés parce qu'on a vu dans le plan macrodidactique, dans le plan microdidactique, que les acquis des élèves ne permettent pas vraiment à l'élève de travailler la rationalité mathématique, de travailler sur l'abstraction, sur le formalisme, mais il a vécu une culture mathématique scolaire qui ne lui permettent pas vraiment d'être face aux enjeux qu'impose le formalisme. Voilà donc en gros ce qu'on a vu. Donc la vidéo prochaine, on va pousser un petit peu jusqu'à l'installation de notre dispositif appelé solution problème à dimension rationnelle. Donc d'ici là, merci de votre attention et à très bientôt.